Bonjour à vous et bonne année 2026. C'est ma première vidéo de l'année. J'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter mes vœux et tel que je l'ai fait sur mon autre chaîne, les meilleurs yeux possibles pour 2026. Ce à quoi nous invite vraiment le programme astrologique de cette année, d'ouvrir les yeux et notamment toujours les mêmes, hein, les meilleurs yeux, hein. Et c'est les yeux du cœur. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, Jordan Marion. Bonjour Jordan. Bonjour Marie, bonjour à Et tous. donc pour te resituer, toi tu fais de l'astrologie, enfin tu as eu fait beaucoup d'astrologie indienne à une période et puis tu es passé à l'astrologie tropicale et donc on a déjà fait des vidéos ensemble où justement on parlait du tropical, du sidéral et la pertinence de chacun des systèmes. Et puis aujourd'hui, pour démarrer l'année, eh bien, nous avons décidé de faire une vidéo sur l'astrologie hellénistique et ses méthodes de prévision assez pointues et qui est une astrologie un petit peu oubliée et qui est pourtant hyper précise, hyper pertinente. C'est ça, Alors, exactement. voilà. Donc, c'est vrai que toi, donc, tu vas l'aborder du point de vue du tropical. Mhm. Moi, c'est vrai que je me suis approchée de cette astrologie avec ma formation en astrologie sidérale ancestrale et où on utilise aussi ces méthodes de calcul. Moi, j'avais envie de que tu nous partages un petit peu tes connaissances, même si c'est du tropical, parce que de toute façon, il y a plusieurs zodiaques, parce qu'en fait, on parle souvent du tropical et du sidéral, mais à la limite, quand on plonge un petit peu à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y en a bien plus. Et l'idée, effectivement, c'est toujours, hein, pour moi, c'est de cultiver tous les points de vue et que chacun puisse se faire le sien. En tous les cas, cette période hellénistique, elle est passionnante et donc je te laisse la parole pour démarrer. Merci Marie, ça marche, merci. Alors, je vais vous faire un petit exposé, effectivement, de l'astrologie qu'on appellera astrologie grecque, parce que c'est plus court déjà, et puis aussi parce que ça fait référence à la langue universelle qui était parlée par les savants de l'époque, qui est en fait la langue grecque. En réalité, un Indien, un Perse, un Chaldéen, un Égyptien, un Latin et un Grec pouvaient se comprendre parce qu'ils parlaient le même langage savant qui était universellement donc le grec, la langue grecque. Et donc quand on parlera d'astrologie grecque, il faut bien faire attention, on n'est pas uniquement géographiquement euh, en Grèce. On peut être un petit peu partout dans le monde, simplement c'est une astrologie en fait, qui se traduit, enfin, qui repose dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, euh, de même que ensuite on a eu une astrologie dite arabe ou arabo-perse, non pas que tout le monde euh, forcément était musulman, parce que arabe musulman c'est pas la même chose, mais aussi parce que c'était devenu la langue arabe, la langue universellement parlée par les savants. Si je pense à un Mashallah par exemple, ou un Ibn Ezra, c'était des juifs. Or, ça fait partie de l'astrologie arabo-perse. Même chose donc pour l'Antiquité avec l'astrologie grecque. Si je pense à un Manilius ou un Firmicus Maternus, ce sont des auteurs latins, on le voit bien dans leur nom de toute façon, pourtant euh, qui vivent, qui transmettent leur enseignement dans un monde de langue grecque. Mm. Alors, la particularité pour nous, euh, personnes qui étudions l'astrologie, qui lisons des textes, etc., c'est que nous avons des textes qui, euh, certains ont été un petit peu, évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, oubliés, ou ont été parfois dénaturés, ce qu'on retrouve beaucoup dans l'astrologie indienne notamment, ou qui ont été remaniés, etc. Mais on a des textes qui ont été gardés et qui ont été, par exemple, je pense à Firmicus Maternus au IVe siècle, c'est le plus grand recueil d'astrologie qu'on a de l'Antiquité. Alors, on est évidemment à la toute fin de l'Antiquité, on s'approche du tout début du Moyen Âge à cette époque-là, et on va donc surtout avoir quatre auteurs majeurs. On va avoir Vétius Valens, Ptolémée, donc là on est au IIe siècle, alors j'aurais dû commencer par Dorothée de Sidon au 1er siècle, qui est Dorothée, c'est le nom d'un homme, hein, mais Dorothée de Sidon, 1er siècle, Ptolémée Vétus Valens deuxième, et puis Firmicus Maternus
au IVe siècle de notre ère. Alors, effectivement, Ptolémée a été, au deuxième siècle, le premier vraiment à se servir, ou plutôt à démocratiser l'astrologie tropique. On sait que ça a été trouvé ce caractère ou s'appuyer, on va dire, sur le point vernal du zéro bélier par un astronome qu'on appelle Hipparque au deuxième siècle de notre ère. Bon, ensuite, ça existait, les astrologues, bon, ils savaient que ça existait, mais ils sont restés en réalité sur une espèce de mélange entre l'astrologie des étoiles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de différence, ils étaient simplement habitués à regarder le ciel et puis à se servir de leurs calculs que faisaient les prêtres à l'époque. Et en même temps, ils s'appuyaient leur zodiaque à des points précis comme le 8 degrés bélier. C'est ce qu'on va retrouver chez un Vétus Valence par exemple, ou un Dorothée de Sidon. On va s'appuyer sur un point originel qui n'est pas encore le zéro bélier, puisque c'est Ptolémée qui va le transcrire à ce point-là. Et donc, depuis Ptolémée, les auteurs, effectivement, entre guillemets, qui s'inscrivent dans sa lignée, vont considérer le zodiaque tropique. Et puis pour l'anecdote, l'astrologie indienne, avec le texte Yavana Jataka, qui au deuxième siècle était un texte venant de l'astrologie de langue grecque, qui a été importé en Inde et traduit, retranscrit en sanskrit, eh bien en réalité, ça veut dire que les Indiens ont débuté l'astrologie avec un zodiaque tropique jusqu'au sixième siècle. Donc pendant plusieurs siècles, ils ont bossé, travaillé leur technique avec un zodiaque tropique, jusqu'à à peu près Varahamihira, qui est le plus grand astrologue de l'Inde, qui lui-même disait que il fallait, entre guillemets, fallait, hein, mais lui, il utilisait en tout cas l'astrologie tropique. Et quelques années après, eh bien, on a arrimé le zodiaque des constellations qu'on appelle donc le zodiaque sidéral des nakshatras en astrologie indienne sur les signes classiques de l'astrologie tropique. Et donc, c'est maintenant, on a grosso modo l'astrologie occidentale tropique et à côté l'astrologie indienne sidérale. Donc, voilà un petit peu pour l'anecdote. Bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de zodiaques différents, il y a plein d'écoles différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver, surtout depuis Cyril Fagan, donc, qui était un astrologue irlandais, qui est considéré comme le père de l'astrologie occidentale sidérale, bah, en réalité, depuis lui, on a vu beaucoup d'écoles faire de l'astrologie occidentale sidérale, et de même que certaines écoles, je pense à Ernst Willem en astrologie indienne, vont reprendre les livres de Parashara et de Varahamihira, et puis lui qui lit le sanskrit, il va se dire, mais je faisais déjà du tropique à l'époque. Donc en fait, il va repasser en astrologie indienne tropique, et donc il y a plein d'écoles différentes. Je dirais que débattre sur ça, ça peut être stimulant, intéressant d'un point de vue historique, etc. D'échange de techniques, etc. Hyper intéressant. Par contre, effectivement, on peut être tout à fait partisan de l'un par rapport à l'autre, mais dans le respect. Ça, c'est effectivement hyper important. Je crois que l'important, c'est surtout, est-ce que c'est efficace? Et moi, je fais une astrologie très concrète, très pratico-pratique, et que ce soit l'astrologie indienne, que ce soit l'astrologie occidentale, tropique, ou que ce soit de l'astrologie occidentale sidérale ou de l'astrologie uranienne que je pratique également, en réalité, on veut juste que ça fonctionne. Et les systèmes fonctionnent. Donc, moi, je suis d'avis de rendre cela possible, c'est-à-dire des échanges, comme il le faisait à l'époque d'ailleurs, hein, dans l'Antiquité, des échanges entre toutes les différentes cultures entre elles. Oui, je crois que de toute façon, quels que soient les domaines, c'est hyper important de créer des liens, des passerelles comment dire, cultiver la diversité, parce que je crois que l'intelligence et la vérité, elles se situent toujours dans ce lien, dans cet entre-deux, entre les mondes, en fait, hein, que la vérité, elle n'est pas forcément ici ou là, mais qu'il y a quelque chose, en tous les cas, qui se trouve à l'interface. Hmm. Oui, puis c'est intéressant aussi. Bah, imaginons que je m'arrête simplement à l'astrologie tropique et que toi tu fasses du sidéral. Ben moi, si je veux pas faire du sidéral, je me bloque peut-être un peu bêtement sur des techniques ou des systèmes ou des principes que toi tu connais, et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc je trouve que effectivement l'échange permet aussi cette stimulation, cet apprentissage, et c'est exactement ce qui se passait à Alexandrie. Alexandrie, qui était donc la ville fondée par Alexandre le Grand.
Donc une ville géographiquement en Égypte, mais qui culturellement donc était une ville grecque. Et donc Alexandrie était la ville qu'il fallait pas rater si on était un savant de l'époque. Et c'est dans cette ville en Alexandrie où il y avait des Chaldéens, des Juifs, des Perses, des Indiens, des Égyptiens, des Grecs. Tous les plus grands savants de leur temps sont allés enfin de ce temps-là, sont allés en Alexandrie. Et c'est là que, en réalité, ça a été l'âge d'or de cette astrologie grecque. Et de cet âge d'or, eh bien, on a tiré donc les auteurs que je vous ai évoqués tout à l'heure, dont le premier a été Dorothée de Sidon. Et Dorothée de Sidon nous parle dans son Carmen Astrologicum, au chapitre 3, de ce qu'on appelle la division. Et donc, ça me permet de faire la transition vers la première technique ou le premier système de prédiction que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le diviseur. Alors, le diviseur, qu'est-ce que c'est? À la base, on se servait. Alors là, je m'appuie sur Dorothée de Sidon, donc je remets un peu en contexte. Premier siècle, il a écrit un recueil d'astrologie où il nous présente des thèmes, il nous présente certains systèmes qui sont un peu une nouveauté de l'époque, et donc c'est un des plus grands astrologues qui soit. En tout cas de l'Antiquité, un des plus célèbres. Et ce Dorothée de Sidon, il nous dit, ben, si vous voulez juger de la longévité du natif, utiliser les divisions. Très bien. Donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était surtout concernant la vie, la longévité de la personne. Pour ce faire, il s'appuie sur ce qu'on va appeler les lieux illégiaux, c'est-à-dire en fait l'ascendant, le milieu de ciel, soleil, lune et la part de fortune en priorité. Donc ces points sont les points les plus personnels, qu'on appellera aujourd'hui les points personnels, les plus significatifs pour le thème. Et puis, il se dit, de tous ces points-là, le plus important, c'est l'ascendant. Bon, parce que l'ascendant, c'est ce qui se lève à l'horizon quand on naît, l'horizon mathématique, donc c'est ce qui, symboliquement, naît en même temps que nous. Et donc, on va regarder cet ascendant, et cet ascendant, par rapport au mouvement de la Terre, et je vous épargnerai les détails astronomiques qui souvent font un petit peu mal au crâne, surtout si on les découvre, eh bien vont faire en sorte que cet ascendant va bouger au fur et à mesure. C'est ce qu'on va appeler les directions primaires. Bon, alors ça va être un système de prédiction de l'Antiquité, mais là on va faire simple, c'est-à-dire que chaque fois que l'ascendant va bouger, il va se retrouver dans une certaine partie du zodiaque. Et chaque partie du zodiaque va être régie par une certaine planète, en réalité, soit par Mercure, Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne. C'est ce qu'on va appeler les termes. Et les termes, ce sont donc des petites parcelles, des petites parties du zodiaque qui sont comme comme des petits royaumes, si vous voulez. Et quand l'ascendant va passer dans un terme régi par une planète, eh bien, ça va nous donner ce qu'on va appeler plus tard le diviseur. Et le diviseur, imaginons que ce soit le diviseur de Saturne, de Mercure, de Vénus, de Jupiter ou de Mars, vient nous renseigner sur ce que va vivre la personne. Voilà. Alors, ça va être important. Ça nous renseigne sur quoi exactement le diviseur. Alors là, on va rentrer dans, je vais essayer de faire les choses simples, mais on peut rentrer évidemment dans de la complexité également. Alors, je vais simplement vous partager l'écran. Ouais. Hop, voilà. Donc, je partage l'écran pour vous montrer un petit peu comment fonctionne euh, ce système. Alors, là, vous voyez que je suis dans une astrologie où chaque maison, là j'ai mis en domification Regiomontanus. En réalité, l'astrologie grecque, il faudrait aller dans les réglages, on le fera après, dans domification, mettre en domification zodiacale, parce que c'est ou signe entier. C'est-à-dire que un signe est égal à une maison avec l'astrologie grecque. L'idée, c'est que le l'ascendant ici va se retrouver dans un terme particulier. Si j'ouvre les termes, tac, je vois que donc ce qui est en bleu, c'est les décans, et ce qui est en noir, en tout petit ici, ce sont les termes. Donc là, je me rends compte que l'ascendant est dans un terme de Saturne. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le natif est né dans un diviseur régi par Saturne. Et vous voyez que si j'ouvre les termes, il y a des termes qui sont plus grands que d'autres. Il y a des espaces qui sont plus grands que d'autres. Et Mm. donc, l'espace de Saturne ici est plus grand que celui de Mercure, qui est lui-même plus grand que celui de Mars. Voilà. L'espace ici de Vénus est beaucoup plus grand que, à côté, celui de Jupiter dans le signe de la Vierge. Eh bien, l'idée, c'est que en fonction des directions primaires, donc du temps, en fait, des années qui vont se dérouler, puisqu'un diviseur dure toujours plusieurs années, eh bien, on va avoir des diviseurs d'inégale étendue. Comment on va pouvoir retrouver ces diviseurs? Sur ce logiciel qui est le logiciel AstroCalc, vous allez dans l'onglet longitude, vous retrouvez ici ce qu'on va appeler les diviseurs. On voit bien que le natif est né dans un diviseur de Saturne. Voilà. Jusqu'après ces 3 ans, quasiment 4 ans ici. Et ensuite, il passera dans un diviseur de Mercure, puis de Mars, etc. C'est pas euh, aléatoire comme ordre, c'est tout simplement l'ordre des termes. Si je remets les termes ici, après le terme de Saturne, j'étais sur un terme de Mercure, puis de Mars, puis enfin encore de Mercure. C'est ce qu'on va exactement retrouver ici, c'est-à-dire on a Saturne, Mercure, Mars, puis encore à nouveau Mercure, etc. Ça veut dire qu'on suivra comme ça le parcours du zodiaque, toujours par rapport aux termes. Ces termes, on le voit ici, sont d'origine égyptienne. Ça veut dire que on est dans une astrologie évidemment très lointaine, et ces diviseurs vont donc être régis par l'une des 5 planètes, excepté donc les luminaires et les nœuds, et chaque planète va agir. Alors ça nous renseigne sur quoi ces diviseurs? Ça Ouais. nous renseigne sur la toile de fond, Mm. sur l'état d'esprit du natif. Et donc automatiquement, les anciens vont souvent dire dans les textes ou écrire dans les textes que mieux vaut être dans un diviseur de Vénus, de Jupiter et de Mercure que dans un diviseur de Mars et de Saturne. Bon, alors c'est vrai que cette astrologie-là est une astrologie qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, c'était évidemment il y avait beaucoup de problèmes de guerre, il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup également de maladies. Bon, c'était un peu particulier par rapport à aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que automatiquement, Mars et Saturne donnaient plus facilement la mort ou des maladies graves ou des ennemis qui sont compliqués que aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on est dans un diviseur de Mars ou de Saturne, il ne faut pas paniquer obligatoirement. Ça peut être effectivement toujours plus difficile que si on a un diviseur d'autres planètes, de Mars, pardon, de Jupiter, Vénus, Mercure. Mais ce qui va quand même dominer l'ensemble, ça va être comment est positionnée cette planète dans votre thème natal. Mm. Parce que si on a un Saturne qui est fort, admettons que je prenne ici le Saturne dans mon thème, qui est en décan, donc les 10 premiers degrés de les poissons, c'est le décan de Saturne, donc il va se retrouver dans une dignité, le Saturne. On est dans un thème de jour, donc Saturne, il est bon. Dans un thème de jour, Saturne, il donne. Donc ça, c'est intéressant. Donc le Saturne, il va être bien moins pire que par exemple Mars. Parce que Mars, il est dans aucune de ses dignités, donc il est pérégrin, et il est surtout dans un thème diurne. Donc Mars étant une planète nocturne, il va être très négatif pour le natif, et surtout pour les domaines qu'il va toucher de manière générale. Donc ici par exemple, le diviseur de Mars, il faudra vraiment s'en méfier, il sera à surveiller. Tandis que le diviseur de Saturne, bien sûr, ça va toujours agir à la manière de Saturne, puisque un abricotier ne donnera jamais autre chose que les abricots, mais ça peut être des petits abricots un peu pourris ou de beaux abricots appétissants qu'on a hâte de manger. Et donc, c'est la même idée, c'est-à-dire que Saturne, viseur, il sera toujours un peu plus lent, il y aura toujours le caractère de doute, le caractère, oh, est-ce que je vais vraiment y arriver? Toutes ces questions saturniennes de base. Mais en revanche, le résultat final, en fonction de comment sera positionnée la planète, donnera quelque chose de totalement différent. Évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin
mais ça nous ferait aller dans l'astrologie médiévale, puisque les diviseurs ont été ensuite euh, étudiés et complétés par les astrologues arabes, je pense à Abu Mashar, le créateur des révolutions solaires, puis après par Jonathan de Florence, où il y a une autre utilisation des diviseurs en fonction de la révolution solaire, euh, puisque si j'ouvre très rapidement la révolution solaire, je vois que donc, si je prends par exemple celle-ci, je vois que le diviseur, c'est Vénus, et que si Vénus régit une maison ou occupe une maison, ce seront les domaines les plus importants de l'année, hein, qui vont être signifiés donc par le diviseur, qui ici sera Vénus, et l'état d'esprit du natif sera puissamment influencé par la position et ce que régit le diviseur. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu utilises ce logiciel précisément? Parce que j'avais l'habitude de te voir fonctionner avec Olympia, il me semble. Oui, alors, Olympia est plus esthétique, il est plus beau, c'est vrai. J'utilise ce logiciel parce que j'ai été habitué à consulter avec l'astrologie occidentale avec ce logiciel d'une part, et parce qu'il est vraiment fait pour la consultation. Disons qu'Olympia, il est plus fait pour la recherche, plus que pour la consultation. C'est-à-dire que donc ce logiciel qui a été développé par Philippe Georges, c'est un logiciel où il y a tout le système de l'Antiquité, pardon, de l'astrologie traditionnelle. Donc on va retrouver les fridaires, c'est l'astrologie médiévale, on va retrouver les chronocrates, donc ça c'est l'astrologie antique également, chose qu'on a, alors on l'a aussi sur Olympia, mais c'est plus difficile à trouver, on va dire. Donc c'est pour c'est pour aller plus vite. Voilà. D'accord. Et donc ce logiciel, c'est un logiciel en ligne gratuit ou il faut se le procurer Non, il faut se le procurer auprès de Philippe Georges, ouais, D'accord, ok. Très bien. qui Parce que travaille. je sais qu'il y a certains, alors j'ai plus les noms en tête, hein, mais Ouais, il y a certains logiciels en ligne qui permettent d'avoir des petits calculs aussi très bien sûr, ouais, 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 il y a plein précis de, tout à fait, ouais. sur, Il y a plein de sites, ouais, de logiciels maintenant ouais. qu'on peut trouver. Après, il y aura souvent une limitation dans les réglages, ce qui est normal, hein, parce que Mm. ça demande du temps, etc. Une limitation dans les réglages, dans les différentes clés. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir différentes clés. Donc, une clé, c'est quoi? C'est le, comment je pourrais dire, le degré de, c'est le pas en fait du soleil. Donc en fait, par exemple, ça va être 1 degré par an pour le soleil en direction symbolique, mais en réalité, la clé elle peut être différente. Ça peut être un petit peu moins, généralement c'est un peu moins, et donc ça va être différentes clés. On va avoir, euh, si vous voulez, la clé de Nybod, qui est la plus connue, la clé de Kepler, etc. L'arc solaire, qui est le plus connu aujourd'hui. Et donc on peut souvent, donc dans les logiciels payants, on aura tous ces réglages. Mais c'est pour ça que c'est surtout fait pour les logiciels des gens qui veulent aller loin dans l'astrologie. Les sites ou les logiciels gratuits sont souvent un petit peu moins performants. Sauf peut-être excepté pour Morinus, qui est un bon logiciel Oui, gratuit. oui, oui, je pensais à lui justement. C'est à celui-ci que tu pensais, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Le problème, c'est qu'il est, je crois pas, sur Mac. Donc, je l'ai jamais essayé. Voilà. Mais Morinus, ouais, on m'en a dit du bien. Ouais. Il paraît qu'il est Ouais. bien. Ouais. Donc voilà pour le diviseur, la première premier grand système de prédiction qui permet vraiment de faire des merveilles. C'est-à-dire qu'évidemment, si on voit que dans ce thème, on a un Mercure, alors si je mets vraiment en domification antique, tac, voilà, je vais me retrouver avec en fait ce thème-là. Ça veut dire que l'ascendant va se retrouver à 15 du lion, mais la maison 1 va commencer à 0 du lion, finira à 30 du lion, la maison 2 commencera à 0 vierge, finira à 30 vierge. Donc évidemment, il n'y a pas de signe intercepté dans l'astrologie antique. Il n'y a pas tout ça. Simplement, c'est ce qu'on appelle donc la domification zodiacale. Pourquoi on l'appelle comme ça? Bah, tout simplement parce que la domification, donc le système de maison, s'appuie sur les signes du zodiaque, tout simplement. Et donc, si imaginons, on voit que le natif rentre dans un diviseur de Mercure, bien sûr, on peut dire que ce sera souvent une période faite d'études, faite de déplacements, faite de rencontres. Et tout ça, c'est juste. Maintenant,
Si on voit que Mercure est mal disposé, comme c'est le cas ici dans ce thème, donc en exil, en chute, en pérégrinité, affligé par Saturne et en maison 8, et affligé par Saturne maître de 6, bon, c'est pas terrible. Donc automatiquement, Mercure diviseur, comme on dit, va être une période plus difficile que d'autres périodes, logiquement. Voilà. Alors, c'est Pour pas. notre plus grand bien, bien entendu, parce qu'en fait, tout ce qui se travaille, c'est aussi pour aller chercher dans les profondeurs ce qui a besoin d'être révélé. Alors euh, attention, parce que si on meurt, il n'y a pas grand-chose à révéler. Oui, ah bah, Et à la base, les diviseurs, c'était pour la longévité. eh Donc, oui, ah oui, si on d'accord. se place du point de vue Ouais. vraiment de l'astrologie antique, euh, c'est voilà, Ça c'était pouvait, vraiment ça, sur ce ça point de pouvait vue. annoncer un décès. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça veut D'accord. dire que là, on serait plutôt sur un diviseur de Mercure ou de Mars pour le décès, hein. Et globalement, on ne serait pas sur autre chose. Mais évidemment, il n'y a pas de système parfait. C'est pour ça que, et les astrologues le savaient très bien, et c'est la raison pour laquelle les astrologues utilisaient toujours au moins deux systèmes pour, euh, pour compléter leurs hypothèses de départ. Alors, parmi ces systèmes, euh, je peux vous en montrer deux autres. On avait euh, les chronocrates. Alors, les chronocrates, ça nous a été partagé par Vétus Valens et aussi, surtout par Firmicus Maternus, au IVe siècle. Alors, c'est un système qui est assez proche. Ceux qui font un peu d'astrologie indienne sont souvent pas du tout dépaysés par ce système des périodes planétaires, tout simplement parce que on a un maître qui est ici par exemple le Soleil, et ensuite on va avoir des sous-maîtres ou des sous-périodes en lien avec ce maître-là. Alors comment sont construits ces chronocrates? C'est très très facile. En fonction de si vous êtes né le jour ou la nuit, eh bien le chronocrate commencera par le Soleil si vous êtes né le jour et par la Lune si vous êtes né la nuit. Alors comment on sait si on est né le jour ou la nuit? Eh bien tout simplement, alors si je remets la ligne horizontale, hop, eh bien la ligne horizontale elle est ici. Si le Soleil qui est ici est en deçà de cette ligne, on est né la nuit, donc on est dans un thème nocturne, le chronocrate commencera par la Lune. Si on est le jour, donc le Soleil est au-dessus de cet horizon mathématique, on est donc dans un thème diurne et la première période sera donc une période régie par le Soleil. Comment sont construits ensuite le reste, l'ordre des chronocrates? Alors là, ça va dépendre en réalité, et c'est ça qui est extraordinaire, de chaque personne. Vous voyez que après le Soleil, c'est Vénus. Bah oui, parce que Vénus est à côté du Soleil et suit le, le, enfin, devance le Soleil. Ensuite, on a la Lune. La Lune également est à côté de Vénus. Donc logiquement, après, on devrait avoir Jupiter, puisque Jupiter est à côté de la Lune. Et effectivement, Jupiter est le chronocrate suivant. Donc après Mercure, bah oui, parce que Mercure est la prochaine planète après Jupiter. Donc en fait, c'est très très simple, c'est dans l'ordre de vos positions planétaires dans le zodiaque. Donc D'accord. il n'y a rien à apprendre. Ça, Est-ce qu'on est né le jour ou la nuit? Bon, bah, le jour, c'est le Soleil, et ensuite, on regarde les planètes qui sont à côté euh, les unes avec les autres. Et on a l'ordre. Alors, pour la durée des chronocrates, c'est environ 10 ans. On va faire large, hein. C'est environ 10 ans, c'est un petit peu plus de 10 ans. Mais l'idée, c'est que nous avons donc des chronocrates et des sous-chronocrates. Et c'est un petit peu la même idée que nos diviseurs. C'est-à-dire que, imaginons que nous soyons dans un diviseur de Mercure. Prenons les choses les pires, hein. Donc Mercure, imaginons, soit donc aux alentours de 70 ans. Voilà, imaginons, donc entre 70 et 81. Et donc nous allons regarder aux alentours de 70 ans, donc commence en 2064, le chronocrate de 2064. Donc on sera entre le chronocrate de Mars et du Soleil, en gros. Donc on peut déjà regarder entre les deux lequel peut être le plus dangereux. Donc logiquement, si on voit que le Soleil, alors je vais me remettre en domification antique, que ce soit clair, tac. Donc je vois que le Soleil, maître d'ascendant, est exalté en maison 9.
là, il n'y a pas de risque majeur pour la vie. En revanche, le Mars, bah, on a vu tout à l'heure que dans un thème diurne, Mars n'était pas terrible, qu'il était en maison 8, et puis nous sommes aussi dans une astrologie grecque, donc antique, et dans cette forme d'astrologie, bah, c'est ce qu'on va retrouver dans l'astrologie indienne, qui en réalité est une astrologie à 80% d'origine grecque. Ça veut dire que les conjonctions et les aspects se font par signes entiers. Autrement dit, si j'ai Mars à 29 poissons et Mercure à 0 poisson, c'est une conjonction Mm. entre les deux. Et donc automatiquement, je vais me dire, tiens, bah, Mercure, il n'est pas en forme, c'est le diviseur de Mercure, bon, à surveiller. Et si je vois que je suis dans un chronocrate, admettons, de Mars, bah, je peux faire attention parce que Mars, en 8, avec Mercure en 8, affligera donc le diviseur. Et donc, je peux me dire, attention à cette période euh, qui sera ici entre, donc ensuite on fait un recoupement, c'est-à-dire entre 2064 et grosso modo 2069. Donc on a une période un peu critique, si on veut juger de la longévité par exemple, à cette période-là. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être pire, en fonction de si le thème dans son ensemble est un thème qui résistera ou pas. Voilà comment faisaient les anciens, euh, en mélangeant plusieurs systèmes entre eux. On voit qu'on reste assez large dans la prédiction, parce qu'on commence toujours, ce que j'appelle un peu la méthode de l'entonnoir, ça veut dire qu'on commence toujours à prédire large pour ensuite affiner peu à peu. Mm. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai commencé par des techniques très larges, le plus large étant donc le diviseur. Ensuite, le chronocrate qui peut affiner en même temps nos diviseurs. Et un troisième système que je peux vous exposer, c'est le système des profections. Alors les profections, Ptolémée, on va en parler, deuxième siècle, il y a les profections annuelles, mensuelles et journalières. Donc nous sommes déjà dans quelque chose de beaucoup plus précis si vraiment on veut rentrer dans la précision astrologique. Mm. La profection, généralement, jusqu'aux profections mensuelles, marche bien. Ensuite, quand c'est journalier, bon, ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, d'autres systèmes plus performants. Je pense à la révolution lunaire ou au thème quotidien, qui sont des systèmes beaucoup plus récents. Euh, mais déjà, bon, si on arrive à faire des prédictions mensuelles, c'est déjà un très très bon niveau en astrologie. Pour les profections, dont vous avez ici euh, l'onglet profection, c'est assez simple également. Vous voyez que par rapport au thème natal que je mets ici, les profections, plutôt les positions des planètes, par rapport aux maisons, ne changent pas. La Lune reste en maison 12, Jupiter reste en 4, Mercure, Saturne, Mars restent en 8, Soleil, Vénus reste en maison 9. Bon, alors qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est les signes. C'est-à-dire que là, on avait dans le natal Vénus en bélier, tandis qu'on va avoir pour les 31 ans du natif, Vénus en scorpion. Pour les 32 ans, Vénus en Sagittaire. Pour les 33, Vénus en Capricorne. Donc en réalité, à chaque année, on va avoir le signe qui suit. Alors ça sert à quoi? Puisque tous les 12 ans, on va avoir tout simplement une répétition de ces promesses. Eh bien, ça sert déjà à repérer, dans un premier temps, les périodes qui peuvent aussi être dangereuses ou au contraire, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Juste Si... Oui. une petite question, enfin une question, ces deux thèmes, en fait, tu les superposes, c'est-à-dire que tu mets le thème profecté au-dessus du thème de naissance. Alors, je les mets à côté, ouais. Je les mets à côté. Parce que c'est plus lisible. Mais effectivement, on va toujours s'appuyer sur le thème de naissance. Parce que c'est le thème euh, où, en fait, tous les systèmes dépendent du thème natal. Donc, le thème natal est ce que les anciens ont appelé le thème radical. Ça veut dire le thème racine, celui sur lequel on prend toujours
racines. Donc, on revient toujours à ce thème-là. Ça va être le cas pour la révolution solaire, pour les retours d'année que je ne vous présenterai pas là, mais qui sont aussi l'ancêtre des révolutions solaires qu'on utilisait aussi dans l'Antiquité. Donc, on utilisait beaucoup déjà de systèmes dès l'Antiquité. Le, alors, quelques techniques rapidement sur les profections. Imaginons qu'on veuille avoir des renseignements sur l'état du père, par exemple, et qu'on se dise, tiens, je vais regarder le soleil. Bon. Alors on regarde le soleil profecté. Le soleil profecté se trouve dans le signe du taureau. Très bien. Donc, on va regarder si il y a quelque chose dans le taureau. Là, on voit qu'il y a le nœud sud. Mm. Donc le nœud sud, sa particularité, c'est qu'il enlève, il sépare, il consume au niveau matériel, qui peut être aussi au niveau relationnel. Donc, ça peut être un problème de santé pour le père, ou ça peut être d'autres difficultés vis-à-vis du père. Donc là, on sait que durant cette année, donc c'est exactement le même moment hein, que les révolutions solaires. Donc, ça veut dire que ça va durer pour ces profections annuelles une année. Et donc, on va avoir l'idée que cette année-là, de mars 2019 à mars 2020, il peut y avoir un problème pour ce que régit le Soleil. Alors, on est d'accord, le Soleil, c'est pas que le Père, automatiquement. Ça peut être le Père, parfois, ça peut être autre chose. Ça peut être notre vitalité, ça peut être notre problème de cœur, ça peut être notre vue, ça peut être notre visibilité, notre patron, ça peut être plein de choses. Et donc, si on fait simple, on va se dire, en tout cas c'est comme ça faisaient les anciens, le Soleil égale Père. Si c'est dans, imaginons avec Mars, Saturne ou le nœud sud, c'est pas bon pour le Père en question. Donc là, mauvaise année pour le Père. Si on regarde pour la mère, on va être, donc on est ici dans un thème diurne, donc ça va être Vénus qu'on regardera pour la mère, puisqu'on regardera la Lune surtout dans un thème nocturne. Et donc on a Vénus ici qui se retrouve au même endroit avec le nœud sud. Donc ici, logiquement, c'est pas bon pour les deux parents. C'est-à-dire que soit il arrivera un malheur à la mère, soit au père, soit aux deux. Bon, c'est pas une bonne année pour les parents. Donc Mm. voilà comment on peut dire comment on peut s'en sortir très rapidement. C'est-à-dire là dans des prévisions annuelles, bien entendu, on est d'accord, on n'a pas beaucoup de détails encore avec ces profections. C'est la raison pour laquelle les anciens utilisaient ce qu'on appelle des retours d'année, qui sont nos révolutions solaires actuelles. Simplement, alors je vais quand même vous montrer rapidement. Les révolutions solaires actuelles, il y a les maisons qui sont indiquées. Ces maisons, en réalité, elles ont été ajoutées par un astrologue de génie qui s'appelle Abou Machar au IXe siècle. Avant Abou Machar, eh bien, comment on faisait? Ce qu'on appelait donc les retours d'année. Donc, on prenait la position, tout simplement, des planètes au moment de la date d'anniversaire, c'est-à-dire quand le Soleil revenait sur le même point d'intensité que à la naissance, et on considérait ce qu'on va appeler l'ascendant profecté, donc on revient bien avec nos profections, c'est la même idée, c'est-à-dire que si je mets ici pour 2019 l'ascendant profecté, donc l'ascendant ici, est en Vierge. Donc si je remets pour 2019, je vais avoir un ascendant, mon ascendant ici, qui est bien en Vierge. Vous voyez? Donc le point rouge, qui va représenter l'ascendant profecté, va être en Vierge. Et donc, je vais avoir comme ça, je vais partir de cet ascendant profecté qui va être ma maison 1, et en fonction donc des planètes en transit, ça veut dire des planètes de mon actuelle révolution solaire, qu'on appelait donc à l'époque des retours d'année, eh bien je vais juger des combinaisons du thème. Autrement dit, si je veux des choses sur le père, je vois que le soleil est en taureau, que le taureau traverse dans mon natal le nœud sud, pas bon pour le père. Si je veux savoir, si je veux aller plus loin, bah, je fais le retour d'année. Donc je m'appuie sur le point rouge qui devient ma maison 1. Alors là, ça tombe bien, c'est en même temps le même point que, la les maisons astronomiques. Donc là, tout est au même endroit. Donc ça, c'est pratique. Et on se rend compte de quoi? Bah, que le Soleil est en maison 8. Que le Soleil est en maison 8. Donc c'est très dangereux pour le père, et c'est l'année où le père est mort, ici. Donc
on se rend compte que en mélangeant différents systèmes, on a des choses qui sont extrêmement efficaces. On a aussi, pour aller plus loin, on a vu que le Soleil était en taureau et que dans le natal, il y avait le nœud sud en taureau. Nous allons donc également regarder si une planète maléfique, du coup, est en taureau, auquel cas ce serait très mauvais pour le père. Si c'est une bénéfique, ça soulagerait le père. Et là, c'est Mars. Mars est en taureau dans ce thème. Donc, on a vu que Mars était très négatif parce qu'il était dans un thème dur dans Maison 8, pas bon, sur ce qu'il affligeait. Et Mars ici est aussi dans un thème diurne, donc il est pas bon non plus. Et automatiquement, il est en taureau. C'est comme si vous voulez, il y avait une conjonction entre le Soleil et le nœud sud, et le Soleil et Mars. Donc automatiquement, il y a une double affliction. Et là, ça va donner du détail. Parce que Hmm. ici, le père est mort de manière brusque, accidentellement, d'une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire en fait ce que va exactement donner Mars et ce que va exactement donner le nœud sud. Hmm. Parce que le nœud sud et Mars vont agir de la même manière, exactement de la même manière, pour tout ce qui s'apparente à l'astrologie médicale. D'accord. De sorte que les Indiens ont dit que le nœud sud était vraiment imitait Mars et que le nœud nord imitait Saturne dans le côté médical. Alors c'est plus complexe que ça en réalité, mais c'est Hmm. vrai qu'ils ont raison euh, dans les grandes lignes. Voilà comment faisaient un peu les anciens. Euh, alors, il y a quelques autres systèmes, évidemment, hein. Là, j'ai pas été exhaustif, mais ça donne une idée un peu du caractère très concret, déjà, dès cette époque, de l'astrologie. Bah oui, on voulait des réponses concrètes aux questions et aux problématiques de longévité, D'ailleurs, il valait mieux, hein, parce que Oui, sinon, l'astrologue, il risquait de se faire couper la tête, parce que à voilà, c'est l'époque, ça. l'astrologie, elle était vraiment dédiée au chef, au roi, etc. Et donc, il avait intérêt à pas se Ouais, c'est juste. tromper. Ouais, tout à fait. Ou pire, à l'époque, l'exil. Il y a le déshonneur qui s'ensuit. Ah, non, Ouais, ouais, c'est ouais, 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 très ouais, particulier, oui, c'est ouais, sûr. ouais. Voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Donc, trois systèmes, donc diviseur, chronocrate, profection, avec les quatrième système avec les retours d'année, où j'ai été assez bref, puisque évidemment, j'aurais pu approfondir pendant 2 ou 3 heures sur chaque Ouais. système. Mais voilà, il faut que ce soit aussi audible pour tout le monde. Ok. Et donc, toi qui fais de l'astrologie indienne et donc sidérale, et que en astrologie indienne, il y a aussi des diviseurs du temps, des périodes planétaires, etc. Est-ce que tu as déjà comparé en fait entre ces méthodes, voilà, de l'astrologie hellénistique, hein, de l'astrologie grecque, et les périodes et sous-périodes de l'astrologie indienne, et Ah voir si bah, ça donne les mêmes choses? c'est-à-dire que je fais que ça, c'est ma pratique quotidienne. Ça veut dire que je vais habituellement faire aucune prédiction sans passer par les deux systèmes. D'accord. Et si en fait je vois qu'il n'y a rien dans un système et que l'autre m'indique qu'il y a bien quelque chose, c'est soit que j'ai mal regardé, dans ce cas-là, bah, je vais re-regarder et refaire attention, ou je vais rien dire, parce que si je suis pas sûr, bah, je vais rien dire. Et généralement, les deux vont dans le même sens. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que au-delà des guerres un petit peu des différentes écoles, ben, automatiquement, soit un événement a lieu ou aura lieu, soit il n'a pas lieu à ce moment-là. Donc, les deux systèmes doivent répondre exactement de manière différente, dans leur manière de faire, mais doivent dire la même chose au final. Et effectivement, on se rend compte, des choses qui sont communes aux deux systèmes. Je prends un exemple tout bête. Là, je viens de tourner la vidéo, c'est pour ça que je l'ai en tête, de la prochaine nouvelle lune. Eh bien, en réalité, la nouvelle lune tombe dans un décan du Soleil. Bon, donc à 28 Capricorne, dans un décan du Soleil. Et ça tombe dans un nakshatra, en astrologie indienne, du Soleil. Et donc on va avoir forcément une affinité solaire très marquée. Donc on va encore entendre parler des puissants, des chefs d'État, voilà, on pense tous à Trump, pas que, mais surtout. Et donc il va encore faire des siennes logiquement entre le 18 janvier et le 17 février, c'est-à-dire en réalité.
dans ce laps de temps compris par cette nouvelle lune. Et donc, oui, on fait des ponts constamment. Enfin, moi, c'est ce que je fais dans ma pratique. Je suis pas le seul à le faire, mais on fait des ponts constamment entre les deux. Et quand tout va dans le même sens, bah, on a plus de facilité, on va dire, à dire à la personne, attention, parce que là, il va se passer ça, ou au contraire, allez-y, là, c'est très très positif. Je vous encourage à mettre les bouchées doubles parce qu'il y aura un résultat conséquent derrière. Hmm, hmm. Super, Mais intéressant. effectivement, on a un système de périodes planétaires dans l'astrologie indienne. En fait, en réalité, on a environ 42 systèmes en Inde, mais il y en a beaucoup moins qui sont utilisés. Le plus connu, c'est le système de Vimshottari Dasha de 120 ans. Et il est extrêmement efficace, c'est pour ça que c'est celui qu'on utilise le plus avec le système classique, mais il existe pardon, d'autres systèmes encore. Hmm. Comment fait-on pour choisir entre tous ces systèmes alors? C'est selon comment ça nous parle? Ça peut être ça, ouais, ça peut être ça. Ça peut être une question d'affinité. Est-ce qu'on préfère travailler sur un thème carré? Est-ce qu'on préfère travailler sur un thème circulaire? Est-ce que on aime apprendre et comprendre absolument tout de manière analytique, auquel cas j'orienterai davantage vers l'astrologie occidentale, parce qu'il y a toutes les notions de termes, de décan, de triplicité, de pérégrinité, etc., d'antise, de machin, des trucs. Donc c'est très complet, et en même temps, il y a énormément de livres sur l'astrologie euh, occidentales qui ont été écrits, enfin traduits plutôt en français, tandis que l'astrologie indienne est beaucoup plus simple d'accès, il y a moins de choses à apprendre, elle est beaucoup plus brute, mais elle décrit beaucoup moins bien. En revanche, si on est vraiment dans le caractère prédictif, intuitif, là, l'astrologie indienne, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour la prédiction que l'astro indienne. En revanche, comme je le disais, pour décrire, c'est l'occidental qui bat à plat de couture l'astrologie indienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décrire avec l'indienne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prédire avec l'occidental. Hein, on vient de montrer certaines techniques. Donc on peut le faire, simplement, ça peut prendre un peu plus de temps. Vous voyez que rien que quand je vous ai montré, bah, ça a mis quand même un petit peu de temps pour vous présenter un petit peu un événement qui s'est déjà déroulé. Donc en plus, on savait ce qui s'était passé. En astrologie indienne, généralement, c'est plus rapide. Hein. Euh, voilà. On a une promesse de thème, ça arrive dans telle période planétaire, point barre. Hmm. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, il y a toujours des surprises, c'est pas aussi simple, même en astrologie indienne. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois qu'il y ait au moins deux, voire trois, voire quatre systèmes qui indiquent la même chose. C'est ce que faisait Morin de Villefranche. Lui, il utilisait les directions primaires, ensuite révolution solaire, révolution lunaire et à la fin les transits. Donc il utilisait minimum quatre systèmes pour, euh, pour prédire, pour donner ses hypothèses. Voilà. Ok, bah écoute, merci, hein, c'était bien intéressant. Et Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. ouais, après c'est vrai que c'est hyper du coup technique. Mhm. C'est vrai que moi j'aborde aussi beaucoup l'astrologie intuitivement parce que je pense qu'elle doit avoir une grande part dans les méthodes d'approche en fait. Hein. C'est-à-dire pour moi c'est important de croiser les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la Mhm. technique, il y a le cadre, il y a la structure, je dirais. Hein. Et puis parfois à trop se perdre dans la technique, on perd l'essentiel aussi, hein, l'essence ciel. Et d'où l'important ouais, de toujours bien laisser la part aussi à l'intuitif. Hein. Et ce que fait donc l'astrologie indienne, hein, tel que tu viens de le... Il y a beaucoup de techniques aussi en Inde. Il y a Oui. beaucoup de techniques en Inde, mais il y a moins de choses à apprendre au niveau du par cœur. C'est ça que je voulais dire. Euh, En fait, il y a une astrologie savante en astrologie occidentale et en astrologie indienne. Maintenant, il y a effectivement une astrologie intuitive aussi dans les deux. Si je prends le système de Rao, qui est tout simplement une forme... En fait, on raconte une histoire, on enlève les maisons, on enlève les signes, on enlève tout. On raconte simplement une histoire avec l'ordre des planètes. Et c'est très élégant comme système, ça fonctionne très bien. Et donc tout dépend, en fait tout dépend effectivement ce que cherche la personne, fonctionne la personne. Si la personne elle est plus dans la mythologie, moi je recommanderais de se pencher vers les nakshatras parce que la mythologie bah, c'est 100% ça, hein, ou les étoiles fixes ou les choses comme ça. Parce que là la mythologie on est à 100% là-dedans. Quelqu'un qui est plus comme moi, alors j'adore aussi la mythologie, mais quelqu'un qui est plus comme moi un technicien
Ben, là, on va s'amuser avec les systèmes très concrets qui vont faire des prévisions très concrètes, d'événements très concrets. Et puis, effectivement, tu as raison. Le bonheur de l'astrologie, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qui est très très beau Ouais, et, et on ouais, peut piocher un peu comme on veut, ouais, ouais, ouais. n'importe quand et Mais c'est vrai n'importe où. que moi, en astrologie ancestrale, non seulement ce que je te disais hors antenne tout à l'heure, hein, c'est non seulement on utilise les 12 constellations du zodiaque, mais toutes les constellations qu'il y a autour. Et donc, en fait, on est plongé dans les mythes, dans la mythologie, associée aux étoiles, aux constellations elles-mêmes, et que selon là où tombe une planète, hein, et puis les aspects qu'elle va faire avec d'autres, ça va venir nous raconter une histoire, quoi. Et là, en fait, il y a vraiment quelque chose de très intuitif qui se déploie. Enfin, il y a quelque chose de très profond, même de Mm, très sacré, bien sûr. et moi, je trouve ça absolument passionnant parce que j'ai un imaginaire très fertile, une intuition très grande aussi. Et Mm. pour moi, c'est vraiment l'astrologie qui me convient personnellement. Mais c'est vrai que pourtant, j'ai un soleil vierge en 3, hein, donc mon soleil, il a aussi besoin de précision, mais voilà, je trouve que ça, j'arrive effectivement à travers cette astrologie à contenter toutes les planètes de mon thème, en tous les cas. Ah, mais c'est bien, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Ouais, Et puis même, on peut piocher un peu partout. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté de l'astrologie, qui est tellement vaste et qui est infinie. Puis il y a tellement aussi de, de zones à explorer, il y a tellement d'innovations à faire, à trouver, que c'est sans fin. Et c'est ça qui fait aussi la magie, la beauté et le bonheur ah ouais. des études en astrologie. Je voudrais te demander te poser une question subsidiaire, parce que c'est Oui. vrai qu'en astrologie indienne, il n'y a pas la ligne noire. Mhm. Elle n'existe pas. Par contre, elle existe en astrologie occidentale. Moi, c'est un point que j'ai découvert ces dernières années et que je trouve d'une puissance absolument incroyable. Est-ce que toi, tu l'utilises et comment tu l'utilises? Moi, j'utilise pour les directions symboliques, particulièrement. Ça va donner les moments les plus choquants de la vie, les plus surprenants, là où aussi toutes nos premières fois, première expérience sexuelle, première fois qu'on fait telle ou telle chose, premier saut en parachute. Voilà. Ça, on l'utilise beaucoup, enfin, moi, j'utilise beaucoup pour les directions. Je l'utilise aussi parfois dans l'astrologie médicale parce qu'elle est souvent, malheureusement, en lien avec les ablations d'organes. Donc les choses qui sont lacunaires, en carence, tout ça, ça va être relié à la lune noire. Et, euh, et c'est à peu près tout aussi parfois en révolution solaire. Je peux l'utiliser en fonction du contexte, en fonction des cas, mais plus par de la recherche pure qu'en consultation. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, Jordan, je te remercie beaucoup Bah, merci à et toi. je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Avec plaisir. Avec d'autres intervenants parce que j'ai l'idée de croiser un petit peu, enfin, de refaire des émissions à plusieurs. J'en ai déjà fait quelques-unes sur cette chaîne. À très bientôt, Jordan, et À merci encore bientôt. pour toutes Merci. tes explications. Au revoir. Au revoir à tous et merci pour votre écoute.